Voilà, donc bonjour à tous pour cette conférence communication animale. Aujourd'hui, moi, je l'ai voulu sur la douceur, donc en 2 mots, douceur, qu'on puisse passer ensemble un temps de douceur, parce que je trouve que les mots, ils disent énormément. Et cette conférence, eh bien, je veux la placer aussi sur quelque chose que l'on oublie parfois, mais comment est-ce qu'on est gentil dans nos actes de tous les jours? Et bien entendu, on va parler de la communication animale et ce que les animaux nous disent de tout ça et comment ils reçoivent notre douceur, et comment aussi ils reçoivent notre gentillesse et comment ils essayent de se faire comprendre et donc du coup comment on peut, comme humains dans notre quotidien, nous améliorer par rapport à la gentillesse que l'on a pour eux et pourquoi est-ce qu'elle est fondamentale dans leur comportement. Donc voilà le thème qu'on va développer. Sur une première partie de cette conférence, je vais d'abord vous réexpliquer ce que c'est que la communication animale. Donc il y en a parmi vous qui savent, il y en a parmi vous qui sont mes clients, et puis il y en a aussi parmi vous qui sont encore dans la découverte de cette pratique. Donc on va déjà commencer un premier plan là-dessus. Alors la communication animale, elle fait partie de la grande famille de la voyance et de la médiumnité. Donc la voyance pour les animaux vivants, la médiumnité pour les animaux décédés. Pour vous, j'ai envie de dire, c'est quasiment la même chose. Vous ne vous rendez pas compte que nous sommes en télépathie ou en médiumnité, mais je dirais que quand on est en voyance, nous, on sait qu'on est dans le même plan. Donc, on voit bien que l'animal, il a un plan terrestre, donc ça veut dire qu'il a un corps. Voilà. Et en médiumnité, pourquoi? Parce que quand l'animal est bien passé, donc qu'il n'est pas dans des zones intermédiaires et qu'il est déjà décédé depuis un petit bout de temps et qu'il a choisi d'aller vers la lumière, parce qu'il décide aussi dans quel entre-deux monde, dans quel monde ils veulent ou ils peuvent vivre, suivant ce qu'ils ont à purifier aussi en eux. Là, nous, on voit bien qu'on n'a plus de corps terrestre. Donc, on voit bien qu'on est passé sur un autre plan. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est de la médiumnité. Alors, qu'est-ce qui nous permet ça? Parce que c'est quelque chose d'ancestral, donc ça veut dire que installez-vous, il y a encore une place là, enfin voilà, restez pas debout, il y a encore quelques places. Voilà. Et donc, c'est le fait que ça soit lié à la pinéale, la glande pinéale. Donc, la glande pinéale, si sur Internet, vous allez vous renseigner là-dessus, c'est une petite glande qu'on a là bien au milieu de la tête, qui est sous forme de pomme de pin. Donc, c'est connu de toutes les traditions. Les Égyptiens en parlent, c'est l'œil d'Horus. En Afrique, vous pouvez avoir des tatouages là, le troisième œil aussi pour les hindous. Dans nos sociétés à nous, comme elle est la forme de pomme de pin, vous la retrouvez par exemple à côté des crucifix, dans les cimetières. Vous voyez, en haut des grilles. Ça peut vraiment être des très belles pommes de pin. C'est la symbolique de la pinéale. Toute tradition confondue, cette glande dit que on ne sait pas encore tout. Au niveau médical, pendant un petit bout de temps, ça a quand même été nié. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus intégré dans le monde médical. Une chose est sûre, c'est qu'au moment de l'incarnation, cette glande permet l'incarnation. Et au moment du grand départ, elle va permettre la désincarnation. Et donc, cette glande, elle est vraiment reliée à notre avant, notre présent actuel et notre futur. À partir du moment où on décide de la faire marcher, donc, eh bien, nous pouvons entrer en communication animale ou en voyance ou en télépathie, donc pour des humains également. Après, on peut faire le choix de ne pas travailler avec les humains, c'est mon cas. On peut faire le choix de travailler uniquement pour des animaux, mais on peut aussi, c'est ce que je fais, travailler pour des arbres, pour la terre, pour des sources, pour l'eau. Voilà. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose de limité aux humains. Ce qu'il faut quand même aussi comprendre, c'est que l'humain, la plupart du temps, il est dans ce qu'on appelle des ondes bêta. Ça veut dire qu'il y a le mental qui travaille. Et nanana, et nanana, et nanana. Donc, il y a quelque chose de pas forcément connecté à la terre, connecté au présent. Quand on veut rentrer dans la communication animale ou végétale, parce que c'est encore d'autres ondes, mais pour la communication animale, eh bien, il faut qu'on rentre dans des ondes bêta. Bêta, ça c'est l'humain plutôt, excusez-moi, là on rentre en alpha pour les animaux. Et c'est quelque chose de beaucoup plus serein. On est dans le présent. Et c'est aussi pour ça que vous avez, quand vous décidez d'apprendre la communication animale ou quand vous la pratiquez au début, eh bien, il y a un gros travail de méditation, parce que la méditation, elle permet de ralentir certaines ondes du cerveau, et du coup, ça permet de rentrer plus facilement dans ces ondes alpha et dans la communication animale. Voilà pour les grands principes. Donc, c'est connu universellement. Voilà.
c'est une glande qui peut, donc on l'a tous, vous dire qu'à un moment donné, elle va tous fonctionner parfaitement et que vous allez tous devenir pro en communication animale, c'est pas vrai, c'est un petit peu comme les maths, on sait tous faire, je dirais, les tables de multiplication, mais c'est pas pour ça qu'on va tous faire maths sup. Et il n'y a pas de problème à être littéraire. Donc, si vous voulez, ce n'est pas non plus la panacée. C'est actuellement fort à la mode, la communication animale, mais il faut faire attention avec cette communication animale parce que c'est un outil ancestral, mais ce n'est pas un outil qui doit nous faire perdre du temps pour emmener notre animal rapidement chez le vétérinaire. Ce n'est pas un outil qui peut dispenser de 10 séances d'éducation canine. Voilà. N'hésitez pas à vous asseoir, il y a encore des chaises. Voilà, il y a encore une chaise là. Ah ben voilà. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose d'important, si vous voulez. Ce n'est pas un coup de baguette magique. Alors, à quoi va servir la communication animale? Eh bien, justement, quand, en lien avec des vétérinaires, quand c'est à peu près 50% de mes demandes qui viennent de vétérinaires, ostéopathes et éleveurs professionnels, éducateurs canins, donc tout le monde professionnel qui peut demander des communications animales. En gros, c'est quand là, on n'a pas de résolution de problème. Quand on ne trouve pas. Donc, par exemple, on sait que la prise de sang elle est bonne, on sait que tout est bon, et hop, l'animal, il continue d'être malade. Qu'est-ce qui se passe? Les médicaments ne fonctionnent pas. Donc là, il faut chercher une cause, et donc là, l'animal va nous expliquer ce qui se passe, et ça va aider pour une prise en charge des soins. Ou par exemple, avec un éducateur canin, voilà, il y a les séances comportementales qui se passent bien. Moi, j'ai eu dernièrement voilà, un chien, et en fait, le loulou, il explique qu'il a un problème de vue. Mais il ne voit vraiment rien d'un côté. Donc, évidemment, les séances d'éducation canine, ça fonctionne bien du côté où il voit, et de l'autre côté, il est hyper réactif, parce qu'il se rend compte qu'on l'approche au dernier moment. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se met sur la défense et il est mordeur d'un côté. Bon, dans la communication animale, il explique que là, il a une peur bleue, quoi. Il ne voit rien arriver, c'est au dernier moment. Donc, il réagit comme il peut avec les moyens qu'il a dans la peur. Vous voyez? Et là, effectivement, eh bien, donc, c'est l'envoi chez l'ophtalmo, c'est la confirmation. Et là, du coup, on peut prendre en compte ça. Et ça veut dire qu'on va promener l'animal d'une certaine façon. On va le protéger du côté où il ne va pas bien. On va lui parler. Vous voyez, il y a tout ça qui est mis en place. Et vous avez l'animal qui s'apaise, quoi, parce qu'il sait qu'il est pris en compte dans certaines choses et qu'il y a des exercices qui sont compliqués pour lui. Donc, évidemment, il faut le promener du bon côté. C'est notre jambe qui va protéger l'animal du côté où il a peur. Et du coup, hop, les promenades peuvent se passer en sécurité. Donc, on va s'adapter. Quelquefois, on doit le promener à droite, quelquefois, on doit le promener à gauche. Voilà. Et du coup, tout va mieux parce qu'on explique aussi aux gens, attendez, ne l'approchez pas de ce côté-là parce que là, il a un problème de vue, il peut être réactif. Donc, on lui explique et on explique aux gens. Donc, vous voyez, c'est vraiment un autre monde qui s'ouvre. Alors, bien sûr, vous avez les problématiques d'âge aussi, c'est quelque chose d'important, mais aussi d'arriver dans la vie, le confort, les déménagements. Voilà, donc une communication animale, elle n'est pas demandée uniquement parce qu'on déménage, dans le sens où ça, vous pouvez l'expliquer à votre animal, mais c'est vrai que l'appropriation d'un nouveau territoire, je pense notamment au chat, ce sont vraiment des choses qui sont importantes. Donc, vous voyez un peu le contexte de la communication animale, ça ne doit pas nous enlever du bon sens. Je trouve que ça, c'est vraiment très important à dire et ça ne doit pas nous empêcher de parler à nos animaux et à nos plantes et à l'eau également. Alors, maintenant, si on aborde le thème donc, de la gentillesse, qui est le thème d'aujourd'hui, mais avant juste d'aborder ce thème, est-ce que déjà vous avez des questions ou des demandes, des choses particulières? J'ai un groupe tout sage, j'ai 0 question, c'est le dimanche matin qui fait ça. Je pense que c'est parce que c'est intéressant qu'on vous écoute et qu'on pose des questions après, parce que vous allez peut-être répondre à toutes les questions. Là, en fait, je ne vais plus trop aborder le principe même de la communication animale. Là, maintenant, on est sur les témoignages et ce que l'animal apporte. C'est bon? Bon, ok, on continue. Alors, de quoi les animaux peuvent nous parler en communication animale? Il va y avoir un scan physique. Donc, bien sûr, ils vont nous parler de leur tension, de leur ossature, de leur musculation, de leurs problèmes physiques. Ça, c'est une partie de la communication animale.
Et c'est une partie qui est importante parce qu'ils nous parlent de leur santé physique. Et tout le monde sait que la santé physique, elle a un impact sur l'émotionnel et le mental. Et à l'inverse, que le fait d'avoir une problématique émotionnelle ou au contraire d'être heureux émotionnellement, eh ben, l'air de rien, ça aide la santé physique. Et ensuite, bien sûr, il y a aussi la santé mentale. Donc, c'est comment je me sens mentalement dans ce que je vis avec la famille et du coup, comment ça agit sur le comportement, sur le physique et sur mes émotions. Donc, vous voyez, dans la communication animale, il y a vraiment, on voit tous les aspects. On voit le chemin de vie, on voit la spiritualité aussi, on voit la généalogie de l'animal, parce que ça, il nous en parle aussi. Je suis d'une lignée de travail, et là, on ne me demande pas de travailler. Résultat, je suis perdue. Vous voyez? Donc, il y a tout ça. Donc, ça, c'est pour bien dire ce que l'on voit et ce que l'on fait dans la communication animale. Maintenant, si on essaye de se dire, la gentillesse, pourquoi? Parce que on s'aperçoit qu'en communication animale, il y a beaucoup d'animaux qui disent qu'ils ont un manque de confiance en eux. Ça, c'est important. Ça veut dire que comment l'humain est capable de dire « c'est bien, félicitations, je suis fière de toi ». C'est important d'en parler parce que quand on dit « c'est bien » et quand on dit « je suis fière de toi » ou quand on dit « merci », il y a quelque chose avec l'humain où l'humain dit merci parce qu'il a eu ce qu'il veut. Sauf que l'animal, il n'a pas besoin d'un merci parce que l'humain a eu ce qu'il veut. Lui, il est content de le faire. Donc, il n'attend pas un merci, félicitations dans ce sens-là. Non, non. Ce qu'il a besoin, c'est d'un merci et félicitations parce qu'il sent que l'autre est fier de lui. Parce que vous êtes quand même, l'humain, on est le référent de l'animal. Et du coup, il a besoin de se sentir aimé. Et quand il sait qu'il a fait quelque chose de bien, eh bien, ça renforce sa confiance en lui. Parce que quand on ne lui dit pas et qu'on trouve tout normal, bah, on ne sait pas s'il faut continuer ou s'il faut arrêter. Donc, les animaux sont intelligents. Qu'est-ce qui se passe? Si on ne lui dit pas « c'est bien, c'est ce que j'attends de toi », bah, ils sont créatifs quand même. Donc, ils vont essayer de pousser et de changer le comportement en se disant « bon, visiblement, je fais ça, mais c'est peut-être pas ça qu'on attend en fin de compte, parce qu'on ne me dit pas merci ou on ne me dit pas c'est bien. Pour tout compte fait, je vais essayer ça. Ça va peut-être faire que l'humain va me dire là, pour le coup, c'est bien. Ou qu'autrement, et ça, c'est un petit peu plus embêtant, c'est que l'animal, il va finir par comprendre ce qu'il doit faire, parce que là, on va lui faire un renforcement négatif en lui disant non, stop. Vous voyez? Comprenez ce que je veux dire? Alors que là, quand on dit merci et quand on dit c'est bien, on peut rester dans ce qu'on appelle le renforcement positif. Et ça leur fait énormément de bien. Je vous donne un exemple. J'ai eu la semaine dernière un berger australien. Donc, c'est toute une lignée, la grand-mère, la fille, la petite fille. Et c'est un professionnel qui fait du troupeau. Donc, c'est vraiment pour former les chiens de troupeau pour les agriculteurs, mais aussi les chiens de troupeau sportifs, et puis aussi les personnes qui ont un chien de troupeau et qui, à un moment donné, se rendent compte que le chien de troupeau, il faut qu'il bosse, quoi. Donc, parce qu'autrement, il n'est pas bien. Donc là, on est avec un chien qui attrape 7 ans, souvent c'est l'âge de la mise en retraite, hein, voilà. Sauf que là, on sent que le chien a envie de continuer de travailler. Il n'est pas prêt à la retraite. Voilà. Donc, le chien continue de travailler au troupeau. Et puis, bien sûr, pour vraiment se libérer de tout le travail, il y a des grandes récompenses avec vraiment de la bonne balade. Et le problème, en fait, c'est quand le chien est à la maison. Parce que là, il y a quelque chose où le chien ne comprend pas que c'est du vrai repos et qu'il ne doit pas regarder, il n'est pas obligé de regarder sans cesse la personne en se demandant s'il va avoir un ordre. Donc, ça veut dire que si on soulève une chaise, il va avoir un ordre. Ah, c'est quoi qu'on veut de moi? Oh, on a levé une main. Oh, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que c'est qu'il y a derrière? Vous voyez? Et donc, un chien qui se coince, parce que maintenant, il y a quand même l'âge. Oh, ah non, pas de travail. Ah, OK. Oh, ben, et un chien qui se coince, parce qu'il attend. Donc, c'est une évidence qu'il est dans la maison
avec son troupeau humain. Hein, voilà. Mais il ne faut pas oublier qu'en fait, les chiens de troupeau, normalement, ils continuent de dormir avec leurs troupeaux animaux. Et là, il n'y a plus d'ordre humain. Sauf que là, le chien est rentré. Donc, l'air de rien, il reste avec son guide humain qui donne les ordres. Alors que normalement, là, ils vont dormir avec les vaches, avec les moutons, il n'y a plus d'humains. Mais ceux qui vont faire attention à la respiration, à un animal qui n'est pas bien, ils vont aller prévenir l'humain. Mais il n'y a plus d'ordre. Le chien, il est simplement dans son monde animal d'être avec son troupeau. Vous voyez? Donc là, c'est comment on dit, bah, OK, tu rentres à la maison, on est dans un monde un petit peu différent, on ne te laisse pas la nuit avec les bêtes, tu rentres, tu peux profiter de ta famille humaine, mais nous, il n'y a plus d'ordre. Là, ce n'est pas un ordre. Tu peux t'apaiser. Donc, quand on voit le chien, c'est bien, c'est bon. Voilà, comment on lui dit, c'est bon, tu peux t'apaiser, tu peux être bien. Tu as bien travaillé dans la journée. Là, c'est un moment où on profite tous ensemble. Parce que moi, j'aime aussi être avec toi, pas pour travailler, mais tout simplement comme boule d'amour, parce que je t'aime et j'ai envie de passer ma soirée avec toi. Mais là, je ne suis plus au boulot et toi non plus. Voyez? Et si ça, c'est pas dit, eh bien, le chien qui est dévoué à son travail, à partir du moment où il est avec la personne qui travaille, ben, il est prêt au boulot. Voilà. Et ça c'est vraiment quelque chose d'important. Hein, parce qu'il peut avoir des moments où il ne comprend pas, en fait, où ça s'arrête. Vous voyez ces choses-là, hein? On a aussi des animaux assez jeunes qui, quelquefois, n'ont pas encore décidé ce qu'ils veulent faire. Et je vous donne un exemple qui était vraiment très drôle par rapport à ça. C'était un Springer espagnol. Voilà, donc je travaille avec, avec des éleveurs, avec des clubs. Et là, donc, le jeune Springer qui avait 8 mois et qui disait en ce moment, je ne suis pas bien parce que je fais des expos et du canapé. Et ça va, ça me plaît. Canapé et expo, allez, c'est pas mal. Mais je suis aussi allée dans les fossés à la chasse. Ouais, c'est pas mal non plus. Hein, c'est pas mal non plus. Et je n'ai pas encore choisi. Du coup, je n'ai pas choisi si je voulais être un chien de chasse ou si je voulais être un chien canapé expo. Et donc, en ce moment, je ne prends pas de plaisir ni à l'un ni à l'autre parce que je suis comme ça. Je ne sais pas si j'ai le droit de prendre du plaisir aux deux. Et on voyait le chien avec une certaine angoisse dans la communication animale. Et de là, lui dire, mais attends, tu es d'abord, toi, tu as le droit de prendre du plaisir et d'aller dans la boue et d'aller dans les fossés quand c'est autorisé, et dans le sens où c'est une grande promenade et on part à la chasse. Et voilà, parce que ces chiens-là, ils restent des chiens de chasse, ils sont évalués sur leur capacité à chasser. Hein, pour pouvoir être déterminé l'offre et passer, c'est des chiens, si vous voulez, pour qu'ils soient considérés comme étalons et tout ça, ils sont bons au nez, ils sont bons au pistage. Vous voyez, ça ne peut pas être juste des chiens de canapé, parce que ça serait, c'est pas dans le sens où c'est quelque chose d'humain, mais là, on irait qui ils sont. Et donc là, c'est lui dire, mais tu as le droit de pister, tu as le droit de chasser, tu as le droit d'être crasseux, voilà, tu as ce droit-là, parce que tu es avec un éleveur qui te donne ça. Et puis à côté de ça, tu as aussi le droit d'aimer ce fameux canapé, et puis tu as le droit d'aimer les expos. Tu n'as pas à choisir. Et on a vu tout de suite le chien qui se remettait à respirer l'air de ok, je dois pas choisir. Ben non, tu ne dois pas choisir. Ce qu'on te propose, c'est de prendre du plaisir à la vie qu'on te propose. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. C'est que vous puissiez dire aussi à vos animaux, ok, on n'a pas la vie parfaite, ça c'est clair, on n'a pas la vie parfaite parce qu'elle n'existe pas. Par contre, dans cette vie que je te propose, essaye de prendre tout ce qu'il y a à prendre, de vivre cet instant présent avec nous. Voilà, essaye de profiter du territoire. Il est ce qu'il est, mais profite. Vous lui parlez en fait. Ah bah oui, heureusement, oui. Oui, donc vous avez un vocabulaire. Nous, aujourd'hui, si on comprend l'animal, on peut comprendre certaines choses, mais on ne peut pas lui répondre. Bah pourquoi ? Comment on apprend ce vocabulaire ?
Comment ça, vous ne pouvez pas lui répondre? Vous parlez du chien, comme quoi il a une attitude, tu lui as dit, bah, tu peux faire ça, il vous a dit, je ne sais pas comment faire, etc. Nous, humains, comment on peut comprendre si nous essayons de dire sans le vocabulaire? Comment ça, sans le vocabulaire? Si vous me parlez, vous avez bien du vocabulaire. Oui, mais le chien, alors un chien ou un chat n'a pas le même vocabulaire. Je pense que l'attitude d'un chien… Non, le problème, c'est l'humain. Le réel problème, c'est l'humain. Mais comment vous lui parlez, enfin, comment nous, néophytes, on peut commencer à parler à un animal il faut vous lui parler. Sans savoir comment il faut lui parler. Attendez… Même c'est de l'amour. Il le ressent, l'amour. Mais lui dire ça, c'est pas bien, ça, c'est bien. Il faut leur parler. Comme un bébé quand par la tonalité de la voix, peut-être. Mais non, c'est à vous de parler à vos animaux. C'est à vous de leur dire bonjour, c'est quelque chose d'important. Souhaiter à l'autre un bonjour. Je te vois, je me lève, bonjour. Tu veux sortir promener? Ok, voilà. Tu sais, attention, hein, quand tu rentres, il faut t'essuyer les pattes. Ok, bon, là, je pars pour 2 heures, je pars pour 3 heures, je vais faire les cours, je ne peux pas t'emmener, mais prends du bon temps, tu es dans ta maison. Voilà. Là, et c'est ça le véritable problème, c'est que l'humain, il y a quelque chose où il y a le fait de sous-estimer l'autre. Donc, on ne lui parle pas. On ne lui parle pas. On estime qu'on n'a rien à lui dire, qu'on n'a pas bonjour à lui dire, on n'a pas merci à lui dire, on n'a pas c'est bien, on n'a pas c'est fier de toi, je suis fier de toi. C'est comment on envoie à notre animal aussi un regard d'amour et comment notre main est douce aussi, parce que la meilleure des récompenses, ce n'est pas une récompense qui se bouffe, hein, c'est une récompense de caresse, ça aussi, et ce sont les mots. Voilà, si l'humain a la capacité de parler, c'est probablement pas anodin, c'est parce qu'il doit le faire pour les autres espèces, et les autres espèces sont très loin d'être cons. Il n'y a pas un mot ou 2 mots que le chien comprend. Le chien comprend, et le chat aussi, hein, tous les animaux comprennent les phrases complexes et l'intention que l'on met. Donc, ce n'est pas la peine d'être hypocrite et de dire « je t'aime » si vous ne le ressentez pas, ils le voient parfaitement. Ils le ressentent parfaitement si on leur ment. Ça c'est parfaitement su. L'hypocrisie, ce n'est pas trop leur truc à leurs animaux, hein, et aux animaux. Hein, ils sentent parfaitement l'hypocrisie. Hein, ou si on ne les considère pas, ils le sentent parfaitement. Hein. Donc, c'est du coup, quand on est vrai, osons être vrais jusqu'au bout, parce qu'ils ont ce besoin-là pour la confiance en eux, pour aimer, pour se sentir aimé et pour donner, parce qu'ils ne donnent pas pour recevoir l'animal. Et il ne fait pas le compte de ce qu'il donne, et un jour, l'humain n'a pas donné assez, et il dit « Oh, avec tout ce que j'ai fait pour toi », ça c'est l'humain, ce n'est pas l'animal, ça. Il n'est pas à faire des comptes comme ça. Il donne, il est dans la générosité. Et il essaye de se faire comprendre. Donc, c'est comment nous, on est en capacité de valoriser. Donc, il faut parler à nos animaux. C'est la base. C'est la base de leur dire bonjour, au revoir, merci. Voilà, c'est toutes ces choses-là du quotidien. On va à la promenade, on va faire ça, voilà, on va au vétérinaire, voilà, c'est pour ton rappel, voilà. Là, on a vu que tu avais un problème de croquettes, voilà, on y a réfléchi, on a quand même compris, voilà, que tu n'aimes pas ces croquettes-là. Bon, ben, on est en train de tester des nouvelles croquettes, voilà. C'est aussi le fait de dire, tiens, je sens que tu n'es pas bien à l'endroit où tu dors dans la maison, là, tu veux plus y aller, en fait, tu ne vas plus dans ton panier. Donc, tu te couches à côté sur le carrelage. Bon, d'accord. Qu'est-ce qui se passe que tu ne vas plus? C'est un problème de panier. C'est à nous de réfléchir à ça. C'est un problème de panier. Est-ce qu'on doit mettre ton panier ailleurs? On va faire des essais. Est-ce qu'on va essayer de mettre ton panier ailleurs? Voilà. Et puis que là, ça y est, il a trouvé sa place. Voilà. Il se couche toujours là. Est-ce que tu as envie qu'on mette le panier là? Et vous allez voir, il va vraiment avoir des interactions. Ils vont vous guider sur les choses. Voilà. Il y a la part de communication animale où ils nous disent, voilà, et nous on transmet aux propriétaires, mais il n'y a pas que ça. Il y a le travail au quotidien. Ça, je trouve que c'est quelque chose de fondamental. La communication animale, elle ne peut pas, d'une part, être un abonnement, hein, voilà, parce que être avec son animal, ce n'est pas un abonnement. Voilà. Et puis, quelque chose d'important, elle ne peut pas se défausser du genre, je fais 3 communications animales dans l'année avec mon animal, cool Raoul, je ne parle plus. Ah merde. Ben non.
celui qui est avec l'animal dans le quotidien, qui ressent tout ça, qui vit tout ça, qui voit bien si son animal est heureux, si là il a perdu de l'appétit, voilà, si là il n'aime pas telle personne. Vous voyez, ça c'est quelque chose d'hyper important. Vous voyez, comment on prend en compte, hein? Et c'est là où on voit vraiment la gentillesse. C'est là où on voit vraiment leur gentillesse. Et du coup, qu'est-ce que ça ouvre chez nous et qu'on va être en capacité de leur dire aussi, hein? J'ai fait une communication animale aussi avec un éleveur de vaches et donc aussi avec un chien de troupeau. Et le chien de troupeau, lui, il est plus famille que vache, hein. C'est vraiment une grande exploitation. Donc, il peut aller aux vaches de temps en temps, mais son objectif, ce n'est pas de mener les vaches. Voilà, il est plus dans la protection chien de famille. Et voilà. Et ce chien, en communication animale, il disait « Ouais, je suis tristoun, je suis frustrée, il y a quelque chose qui ne va pas. » Et la famille me dit « Bah oui, le chien, il est tristoun, c'est pour ça qu'on vous appelle, parce qu'on n'a pas changé, on est toujours dans la ferme, il y a toujours les vaches, il y a le même nombre d'enfants, on n'a pas changé de nourriture, enfin bon, on est toujours aimant, on lui dit bonjour, on lui fait des câlins, enfin, qu'est-ce qui se passe que notre chien, il soit devenu tristoun, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a mal quelque part? Il n'y a pas de problème veto? Qu'est-ce qui se passe? » Et le chien disait je ne vais pas bien parce que je ne suis pas écouté. Et le chien disait moi, quand il y a des gens je suis là pour accueillir. Et quand il y a des gens qui vont rentrer dans la ferme et tout ça, eh bien, il y a des gens, je suis content d'aller accueillir. J'y vais, je vais près des gens et je renifle et je suis d'accord qu'on me fasse des caresses. Puis après, ils rentrent dans la maison et ok, je suis même capable de m'asseoir à côté d'eux, de me coucher à côté d'eux. Enfin, vraiment, dans l'accueil, participer à cette vie de famille. Et il disait, mais à côté de ça, je ne suis pas entendue. Quelquefois, je vois une personne arriver et hop, je me mets en travers sur le seuil de la maison. Je reste debout, on a ouvert la porte d'entrée et moi, je suis là. Boum. Et il dit, et là on me dit, mais bouge, tu es dans le passage. Mais bouge, qu'est-ce que tu fais là? Bouge, tu es dans le passage. Il dit, bah donc, je me gare, quoi. Il dit, mais moi, en fait, ces personnes-là, je ne voulais pas qu'elles rentrent à la maison. Elles ne sont pas bien. Je ne les aime pas. Mais pas, je ne les aime pas dans un contexte humain. Parce que l'humain, c'est j'aime pas. Là, ce n'est pas ça. C'est je sens l'hypocrisie. Je sens quelque chose de pas bon pour ma famille. Donc, je suis déjà en train de le dire. On ouvre la porte et moi, boum. Ah non, je n'ai pas envie que tu rentres. Et là, la famille me dit, garde-toi. Ah, j'obéis. Je suis quand même un chien de troupeau, je suis bien éduqué. J'obéis. Voilà. Et il dit, après, dans la maison, je change complètement d'attitude. Là, déjà, je vais me mettre plus en l'air. Je ne me mets pas près de la personne. Je la regarde dans les yeux. Je ne bouge pas les yeux. J'ai un regard très sombre. Voilà, et je bosse, et je fais comprendre, tu sais, ici, tu n'es pas chez toi et ma famille, je l'aime et j'en prends soin. Donc, fais attention parce que moi, je t'ai à l'œil. Et la famille me disait, bah oui, on a repéré ça chez 2-3 personnes. Bah, écoutez votre chien, quoi, parce que, ok, vous faites rentrer cette personne-là, mais qui faites-vous vraiment rentrer, quoi? Parce que le chien, il dit, je ne suis pas suffisamment écouté. Et du coup, je ne le vis pas bien parce que cette protection que je veux pour ma famille, pour mon petit monde, ce truc rempli d'amour, de gentillesse, hein, et ben, en face, je reçois pousse-toi, on fait ce qu'on veut, on n'est pas en sécurité, mais ce n'est pas grave. Ouais, mais je sers à quoi, moi? Vous voyez? Ça, c'est important. Et là, je peux vous dire, donc c'est très émouvant de communication animale comme ça, parce que bien entendu, il décrit les personnes qu'il n'aime pas et comment la personne est et en quoi la personne n'est pas positive pour la famille. L'hypocrisie, du mensonge, du vol. Donc, j'avais quand même la totale. Hein. Et la famille qui me dit oui, c'est vrai, on a eu de l'hypocrisie, du mensonge et du vol. Et il me décrivait les 3 personnes. Voilà. Donc là, la personne, elle ne peut pas dire c'est un mensonge, la communication animale, ça n'existe pas ou pas. Hein. Parce que là, moi, je vois les personnes. Hein. Et donc là, la famille dit waouh, mais on ne se rendait pas compte à quel point il était merveilleux, notre chien. On ne se rendait pas compte à quel point on pouvait être dans la confiance avec notre animal. Et qu'il était vraiment, qu'il bossait, qu'il était là, qu'il était amour.
Voilà. Et la famille dit, bon, bah, là, on va être plus attentif, on va plus lui dire merci, on va être plus attentif, plus attentionné, on va plus être vigilant. Ils me disent, bah, écoutez, quand on voit qu'il ne veut pas rentrer comme ça, peut-être qu'en fait, on va les recevoir dans une autre pièce de la ferme, une pièce professionnelle. On ne va pas les faire rentrer dans notre maison. On va se dire, tiens, il ne veut pas, OK, on va dans la pièce pro. Ils ne sont pas rentrés dans notre chez nous. Vous voyez, plus faire la part des choses entre le lieu de la famille et le lieu professionnel. Et je dis, bah oui, ça peut être une bonne idée. Ils ont mis ça en place du jour au lendemain. Et d'être beaucoup plus vigilant, tiens, il aime tel salarié. Tiens, avec tel salarié, donc beaucoup plus regarder le chien. Moi, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est grand message de gentillesse. Hein. D'une part, c'est comment on observe plus notre animal dans le quotidien, parce que c'est pas qu'il leur manque que la parole, ça c'est faux. Ils parlent vraiment, ils nous disent vraiment les choses, ils nous montrent les choses. Mais c'est à nous de rentrer dans un monde, là pour le coup, qui est plus un monde du silence, et vraiment de les observer, et en plus, derrière, de pouvoir valider et remercier, et vraiment être en capacité de voir que nos animaux travaillent pour nous. Hein, les chats y compris, hein, ils travaillent pour nous. Hein, voilà, quand il va y avoir des décès dans la famille, on sait très bien que les chats, par exemple, ne quittent pas la personne qui va être décédée. Donc, ils sont déjà à l'air de rien en train de sentir que l'âme est en train de s'élever. Hein, c'est vraiment connu dans les EHPAD, ça. Hein, quand il y a souvent des chats dans les EHPAD et tout ça. Et en fait, les soignants, quand il y a un chat qui rentre dans une chambre et qui ne bouge plus, oulala, ils savent que là, il faut appeler la famille, quoi. Que même si eux n'en ont pas comment je dirais, des compétences, ça se voit peut-être pas encore physiquement déjà, enfin même sur des constantes ou tout ça, hein, voilà. Mais en attendant, le chat est en train de dire, oh là là, là, il faut prévenir la famille, hein, ça va être imminent, il se passe quelque chose. Et ils écoutent ça, ils écoutent ces savoirs-là. Hein. Et pareil, avec les chiens, on peut tout à fait avoir des animaux qui se mettent à hurler à la mort, alors que ce n'est pas du tout leur habitude. Ouh là là, c'est qu'il va avoir un décès. Hein, il va avoir un décès d'un animal ou d'un humain. Enfin, il est en train de se passer quelque chose de grave. Il y a quelque chose, voilà, au niveau de l'âme qui est en train de se passer. Des chiens aussi qui vont devenir agressifs sur un des membres de la famille ou un des membres de chien ou chat d'un seul coup. Un chat qui n'est pas bien, voilà, et le chien, boum, commence à être agressif alors que ce n'est pas la norme. Mais pourquoi? Mais parce que l'âme est en train de se détacher et dans le monde animal, notamment chez les chiens, il faut sortir de la meute pour qu'il y ait un prédateur qui puisse faire son travail et faire que le corps meure pour que l'âme puisse monter définitivement. Voilà. Donc là, c'est aussi prévenir que là, il va avoir quelque chose, il va avoir un décès. Hein? Donc, vous voyez, c'est comment on reçoit tous ces messages-là. Donc, bien entendu, on ne veut pas que l'être en faiblesse soit attaqué. Hein? Là-dessus, on est bien d'accord. Mais cependant, ça nous permet, bien sûr, de protéger cet être en faiblesse, mais aussi de nous préparer à quelque chose et de prendre des décisions et pas d'être comment je dirais, quelquefois dans le déni en disant on aimerait bien que ça dure encore 1 an. Oui, sauf que là, l'animal est en train de dire non, non, ça ne va pas durer 1 an. Là, on est dans un temps court. Et ça permet à l'humain de ne plus être dans le déni et de se préparer aussi à ces décès. Vous voyez, il y a tellement d'amour, il y a tellement de choses qui sont données. Comment nous, on arrive à percevoir ces choses-là, à être plus dans la vigilance, de ne pas prendre les choses que l'on reçoit au premier degré, mais de se rendre compte de la profondeur de ce qu'ils peuvent nous donner. Vous voyez? Et du coup, ça nous permet, même sur des actes qui peuvent comme ça être difficiles, de ne pas dire arrête de faire le loup, tu vas embêter les voisins. On est bien d'accord, hein? Mais c'est de dire aussi, ok, tu fais le loup, je n'ai pas encore compris ce qui se passe, mais si tu le fais, c'est que tu as une raison. Et dans tous les cas, je te félicite, parce que tu viens de porter vraiment un message important. Et moi, je vais être en vigilance, je sais qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer pour la vie et la mort. Donc, je vais chercher, tu n'as plus besoin de refaire le loup. Voilà, mais moi, je vais chercher. Moi, je vais chercher. Ils sont toujours quelque chose où ils vont nous apprendre à revenir à des savoirs anciens. Vous voyez? Je trouve ça, c'est important. Et du coup, ça nous permet, là, d'être doux, d'être dans la gentillesse, de se dire que tu fais ça parce qu'il se passe quelque chose. Je n'ai pas encore compris quoi, mais en attendant,
je vais essayer de comprendre. Et je te félicite parce que là, tu apportes quelque chose avec ton monde qui a une valeur absolue. Des questions, des demandes? C'est ce qui se passe avec le chevalier. Oui, c'est une forme de... Oui, effectivement, il va dans les hôpitaux, oui. Voilà. Il y a des animaux qui sont d'accord pour aller dans les hôpitaux, c'est pas tous les animaux non plus. Hein. Oui, voilà, c'est vraiment un étalon qui a quelque chose de particulier. Hein. Oui. Et c'est important quoi, de voir qu'il y a certains animaux qui rentrent vraiment dans une mission. Hein. Voilà. Mais en dehors de le faire comme ça pour d'autres, ils le font déjà pour leur famille. Voilà, il n'y a pas forcément. Voilà, là, c'est parce que c'est un peu plus médiatisé, mais allez, ça fait du bien de voir leurs compétences. Quoi. Mais dans les EHPAD, vous avez des chats. Hein. Et ça, c'est connu. Hein. C'est moins spectaculaire que Peyo, que le cheval, voilà. Mais c'est connu, hein, tout autour des EHPAD, et les soignants le savent. Hein. Oui. Oui. Comment je peux percevoir, c'est quoi? Ouais, c'est normal, ils sont spirituels. Ah oui, parce que oui, donc après, essayez de voir aussi un éducateur félin hein, par rapport à ça, voilà. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose qui danse, et là vous avez la curiosité du chat. Et si vous voulez, le feu, c'est pas forcément quelque chose de normal dans la vie de tous les jours. Si vous voyez, c'est pas voilà. Donc c'est comment on les protège aussi de ça, parce que là pour le coup, c'est notre monde à nous, et on doit pouvoir faire passer les messages de dangerosité par rapport à ça, et qui ne mettent pas le feu partout, notamment, et que eux ne brûlent pas. Mais si vous voulez, là, il n'y a pas seulement le problème de la spiritualité, il y a le problème que cette flamme, elle danse, et que si à un moment donné, le chat n'a que ça pour être stimulé ou s'amuser. Non, mais moi, je suis dans l'appartement, il y a son arrachage, je peux acheter des jeux aussi, où je peux brancher, comme ça, quand je suis allée, c'est dégueulasse. Oui, voilà, il faut essayer de voir ça avec un éducateur, mais si vous voulez, moins le chat a de sollicitations de son vrai monde du chat, plus il peut s'intéresser à des choses humaines et donc des choses qui peuvent malheureusement être dangereuses pour lui. Donc là, ce n'est pas forcément en lien avec la spiritualité. Et il faut aussi savoir que dans les bougies, d'une part, ça dégage quand même certains toxiques, où il peut avoir de la fragilité pour les poumons du chat. Enfin, vraiment. Vous savez, dans tous les cas, il y a une fumée. Voilà. Et les bougies naturelles, ce n'est pas pour ça qu'elles ne sont pas dangereuses, notamment avec les HE, les huiles essentielles. Donc moi, je vous invite vraiment, il y a des réflexions à mener là-dessus, parce que tout ça, ça fait partie des pollutions chimiques humaines, où là, on est dans des environnements clos. Donc, il faut vraiment beaucoup aérer. Hein. Vous voyez, ça, c'est en prévention santé, parce que voilà, les animaux sont faits aussi pour vivre dehors. Hein, vous voyez, donc les pollutions humaines peuvent poser souci. Je vous invite vraiment à vous rapprocher de ça. Et puis après, voilà, ici, pas très loin, vous avez Maï Capot sur Guine, qui est une naturopathe qui a un magasin qui fait aussi de la mastication, autant pour les chats que pour les chiens. Et donc là, pour savoir comment ils peuvent s'occuper en occupationnel. Voilà. Mais essayez de voir ça avec un éducateur, voyez, parce qu'il ne faut pas qu'ils se mettent en danger, quoi. Ouais, voilà. Je peux vous poser 3 questions? Je ne sais pas. Essayez. La première, le chien qui fait le loup, est-ce qu'il peut annoncer sa propre mort? Ça peut, mais la plupart du temps, alors bien sûr qu'il y a des phases de lune, hein, notamment la lune du loup qui est début janvier, où ils vont faire beaucoup plus le loup, et c'est sûr que si vous avez des chiens qui sont archaïques, donc qui sont plus près du loup, parce que c'est aussi là le fait de trouver les membres d'une meute, c'est aussi pouvoir montrer où est la meute. Voilà. Mais là, quand on s'adresse à des chiens domestiques, les archaïques font quand même plus le loup que les chiens domestiques. Là, la plupart du temps, ils nous préviennent qu'il y a quelque chose d'important. Surtout quand c'est des chiens qui ne sont pas habitués à faire le loup. Ça, il faut le savoir. Quand vous avez d'un seul coup un chihuahua qui se met à faire le loup, croyez-moi, c'est qu'il se passe un truc.
Voilà. Et c'est quoi? Ça peut, par exemple, être le voisin qui décède. Hein. Ça peut être le grand-père ou la grand-mère avec qui ils sont proches et qui sont déjà allés et qui connaissent le grand-père et la grand-mère hein, et qui vont prévenir qu'il y a un décès dans la famille, hein, quelquefois à 2-3 km de là ou plus, hein, simplement parce qu'ils sont connectés à la personne qu'ils aiment hein, aussi. Vous voyez? Oui. Est-ce que le fait d'apporter trop de gentillesse, ça développe, ça apporte un excès d'attachement et que en fait ça se retourne contre nous? Non, on n'est jamais suffisamment gentil, on n'est jamais suffisamment bon. Par contre, on peut être con et gaga. Ça, c'est une autre affaire. C'est une autre affaire. Mais la vraie gentillesse qui fait qu'on va porter un regard doux, un regard de compassion, un regard d'émotion, être fier de l'autre, être fier d'avancer dans la vie avec lui et prendre conscience de tout ce qu'il nous apporte et de savoir que c'est à la vie et à la mort et qu'on l'accompagnera aussi dans les instants difficiles de sa vie, parce que c'est ça notre engagement, eh bien, ça ouvre vraiment le cœur et là, on n'est jamais trop bon par rapport à ça. Par contre, où je vous rejoins, c'est que c'est « Oh, mon toutou, mon bébé, on va aller à l'esthéticienne. » Ouais, là, effectivement, ça c'est pas de la gentillesse. Le chien, je ne peux pas vous dire qu'il soit bien quand il va à l'esthéticienne, qu'il entend tous les ragots et qu'il sent tous les produits chimiques. D'accord? Ça, ce n'est pas de la gentillesse. Et l'appeler mon bébé, ce n'est pas bon non plus. C'est pas bon non plus. Ce n'est pas de la gentillesse non plus, ça. Au contraire. Parce que là, ça veut dire que le chien, il comble un besoin chez l'humain. Ça veut dire qu'on ne l'aime pas pour lui-même. On le gagatise. Mais là, on n'a pas un bébé. Un bébé, c'est un être qui n'est pas fini, ni émotionnellement, ni physiquement, ni mentalement, qui ne sait pas se débrouiller seul. Il est sale et il est dépendant affectivement et pour manger. Donc là, vous risquez un surattachement. Mais pourquoi? Parce que quand vous l'appelez bébé, cet animal qui est bon, il se dit « Waouh, on veut, même adulte, on attend de moi que je sois un bébé. » Bon, c'est quoi un bébé? C'est sale, dépendant, et ça, c'est pas manger tout seul. Ah. Alors qu'en face de nous, si on l'aime pour lui, on a un adulte qui a des besoins, d'abord qui est autonome pour savoir manger. Je pense que ça, il faut être quand même au clair. Je pense que tous ici, il faut quand même se dire que si nous, on ne nourrissait plus notre animal et qu'il pouvait avoir une vie de liberté, il se démerderait. Donc, c'est là où on voit que ce n'est vraiment pas un bébé. Hein? Il a besoin de copains, il a besoin d'amitié de sa propre espèce, il a besoin d'amour, il peut aussi avoir des besoins de sexualité, il a aussi des besoins de pouvoir dire qu'il veut être parent, qu'il veut accompagner ses propres enfants, ses propres bébés, ou aussi que quand les autres ont des bébés, y compris des bébés humains, ils ont envie de les accompagner, qu'ils ont ce quelque chose de beau et de puissant par rapport aux petits, ou par rapport à la maladie. On parlait tout à l'heure de Peyo, donc là on voit que ce n'est pas du tout un bébé. Cet accompagnement-là qu'il fait, ce n'est pas du tout un bébé qui peut faire cet accompagnement-là. Il y a une forme d'autonomie et d'indépendance dans son monde pour apporter quelque chose de formidable. Hein, voyez? Donc, il ne faut pas confondre, si vous voulez, une forme d'anthropomorphisme qui condamne l'animal à être rien ou pas grand-chose, et la gentillesse, l'amour qui apporte à considérer l'autre comme un être avec une âme et un être indépendant et autonome qu'on a la chance de côtoyer et qui va nous apporter plein de choses. Et nous, comment on se met à disposition pour lui apprendre plein de choses et le respecter dans son monde et ses besoins. Et là, on n'est jamais trop gentil par rapport à ça. Vous voyez? Il faut bien comprendre les différences. L'animal n'est pas un pansement ou ne correspond pas à un manque, et du coup, quelque chose où on l'enferme dans des contraintes qui ne sont pas son monde. Voilà. Ça c'est important. Donc, nous, on n'est jamais assez gentil. Ça n'a pas de prix, la gentillesse, c'est pas pour rien. Et puis la troisième chose, c'était pour ce que disait monsieur là. J'ai fait une petite expérience avec mon chien au début. Je notais dans un carnet, dans l'ordre alphabétique, les mots auxquels il réagissait. J'en ai noté 10, j'en ai noté 20, j'en ai noté 30, 100, 150. Ah ouais. Et après, j'ai dit stop, il ne
comprend tout ce qu'on dit. Voilà. Et ça, c'est. En fait, manque à la parole, en fait, non, c'est nous qui ne savons pas forcément écouter. Oui. Oui, mais vous avez parfaitement raison. Il y a eu des théories qui disaient que de toute façon, un chien, ça se limitait à 20 mots. Enfin, un truc hallucinant. Alors que non, parce que si vous voulez, nos mots, ils portent des intentions. Et comme eux, ils sont en lecture de notre ouverture de cœur et aussi des hormones, parce que si vous voulez, quand par exemple, on va dire avec le cœur, je t'aime, mais qu'on le dit vraiment en étant sincère, et je pense que tous ici, on peut le comprendre, c'est des mots qui ont une véritable valeur. Je suis en amour avec toi, je te respecte. Waouh, il y a quelque chose qui se passe au niveau hormonal chez nous et notre odeur, elle change. Donc, eux qui sont hyper doués avec le flair, c'est pas compliqué, ils le sentent. Ils le sentent. Maintenant, si on dit oui, je t'aime, t'es mon chien, d'accord, ok, ils sentent bien qu'au niveau des mots portés et là de la fermeture, je te dis que je t'aime, je te dis que tu es mon chien, mais enfin, je n'ai pas le choix, quoi. Hein? Bon, ils reçoivent ça, ils le reçoivent en plein. Cette hypocrisie, ce non-amour, ils sont capables de lire ça. Donc, ce qu'ils nous demandent, en fait, c'est d'être plus vrai et que quand on a envie d'être gentil, on puisse le personnaliser parce que eux, ça leur permet d'avoir confiance en eux et de savoir que là, ils sont sur la bonne route dans ce qu'ils ont envie de donner. Voilà, parce qu'ils sont dans ce don. Voilà, et ça c'est extrêmement important. Plus on leur parle, plus en étant vrai, ils nous guident vers notre propre vérité, en fait, hein, parce que l'hypocrisie, ça ne marche pas bien. Hein. Ils le sentent. Hein. Moi, juste un petit témoignage, ça marche aussi pour les chevaux. Oui, ça marche pour tout, mais même pour. Voilà. Moi, je parle aux araignées, je parle aux fourmis, aux rats, aux souris. Enfin, je veux dire, allez, j'ai des partenariats avec les fourmis ou même avec les guêpes. Voilà, en été, j'ai des partenariats avec les guêpes en leur disant tout ce que l'on mange, tout ce que l'on boit, tout ce que l'on vit vient de terre. Là, Loulou, tu es en train de dire que tu es attiré par le melon, mais tu as ce droit. Tu as ce droit, je te le mets là, on ne se pique pas, on ne se mord pas, on est potes, mais tu as le droit de dire je veux du melon, tu as le droit de manger à la même table que nous, tu as le droit de venir avec toutes tes copines là et de dire je mange du melon parce que je ne suis pas cette espèce je ne sais pas comment le dire, de race supérieure qui dit je prends le melon de la terre et toi démerde-toi. Quoi. Non mais c'est quoi ce truc? Donc ça aussi, c'est la gentillesse, c'est l'amour, c'est être capable de dire avec les fourmis, ok, ok, bon, là, on va essayer de se dire, là, tu peux y aller, là, peut-être un peu moins, mais on comprend que là, il y ait du froid ou tout, ou aux araignées, de dire, bon, écoute, vous n'allez pas partout, les filles, on va essayer de cohabiter, mais il y a un endroit pour vous, parce que c'est anormal, vu comment je dirais, la destruction que l'humain fait sur Terre, qu'en plus, sur le peu d'endroits qui vous restent, parce que la Terre est colonisée par l'humain, bah en plus, tu n'as plus le droit d'y être. C'est ça aussi. Aimer la gentillesse, ça nous renvoie aussi à ça. Donc, les autres, ils sont où, quoi? Où est-ce qu'elle est, notre gentillesse avec le vivant? Vous voyez? Ça, comment je dirais, ça nous fait travailler vraiment sur notre hypocrisie aussi. Hein? Et voilà, les souris, les rats, voilà, les chats, voilà, qu'est-ce qu'ils ont comme droit? On est chez eux aussi, hein, sauf que là, on considère qu'ils ne doivent pas être là parce qu'on est chez nous. Enfin, il y a un problème là, quelque part. Voilà. Donc, du coup, comment on respecte ce vivant-là? Comment on respecte ce vivant-là? Cette nourriture que Terre, elle nous donne pas que pour nous, pour qu'on fasse crever tout le reste. Hein. C'est pas ça. Hein. Donc, comment les autres ont droit à leur part? Je trouve que tout ça nous fait travailler notre gentillesse. Il y a bien sûr nos animaux domestiques, mais on en est où de notre gentillesse avec le sauvage? Hein? De cet amour que nous pouvons avoir pour le sauvage et qui nous le rend très bien en plus. Qui nous le rend très bien.
voilà, ils sont gentils comme tout avec nous. Voilà. On a eu un micro sur la fenêtre de chambre. On a, tout l'été, hein, on n'a jamais, je dis bien, jamais été piqué. Oui, si on ne les embête pas, il y a vraiment, voilà, il y a aussi des abeilles sauvages. Enfin, je veux dire, les guêpes, on peut les nourrir, voilà. Moi, j'avais un rat musqué. Un coup, je me lève, je regarde par la fenêtre et je me dis, tiens, un écureuil. Je me dis, bah, zut alors, qu'est-ce qu'il fait là? Donc un peu fauve et tout. Donc je regarde, puis je me dis, c'est marrant, il est plutôt la taille d'un lapin, le truc. Donc, je dis un lapin, puis je regarde bien, je dis non, il n'y a pas des grandes oreilles. Je regarde bien, je dis oh, un gros rat musqué. Voilà, bon, il a pris ses habitudes, je lui donnais ses fruits le matin, voilà, je lui donnais à manger tous les matins. Allez, il était adorable, le loulou. Adorable. Et alors, il a le droit de vivre là, il a le droit de sortir du canal. Voilà, le canal était sorti de son lit et il était venu là se faire sécher et tout. On a pris nos petites habitudes. Et alors, en quoi il gêne? Enfin, faut remettre les choses à leur place aussi. Hein? C'est ça la gentillesse. À ce moment-là, il avait besoin de quelque chose. Et de quel droit on va dire non? C'est quoi notre droit à dire non là? Quand les hommes décident de réguler une espèce quand ils sont liés ou les rangs, est-ce normal pour eux ou... Bah, si vous voulez, là, c'est un problème de l'humain qui veut tout réguler, quoi. Sauf lui, hein, évidemment. Mais réguler les autres, ça, ouais. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire cohabiter? Qu'est-ce que ça veut dire une cohabitation généreuse? Qu'est-ce que ça veut dire vivre ensemble? Qu'est-ce que ça veut dire essayer d'être en harmonie avec ce vivant? Qu'est-ce que ça veut dire être gentil? Qu'est-ce que ça veut dire être doux? Qu'est-ce que ça veut dire oser les regarder en face? Et du coup, qu'est-ce qui nous renvoie, quoi? Hein? Et qu'est-ce que ça veut dire aimer? Voilà, ça nous renvoie tout ça. Et je pense que la communication animale avec les animaux domestiques nous permettent déjà de rendre compte que nos animaux domestiques, le rôle qu'ils veulent et qu'ils jouent auprès de nous, ce rôle d'amour incommensurable qui est incroyable, et du coup, automatiquement, ça nous ouvre au sauvage, bien sûr. Bien sûr, ça nous délie quelque chose du déni, hein, ça nous ouvre le cœur, ça nous déploie quelque chose, ça nous empêche un certain déni d'autres espèces et de se rendre compte qu'ils ont une âme. Et automatiquement, après, bien évidemment qu'on prend encore davantage conscience qu'au niveau du sauvage, il y a ces âmes et comment on respecte ces âmes-là. Voilà. Tout ça, c'est vraiment un chemin de responsabilité pour l'humain, bien sûr, vers la douceur et vers la vraie gentillesse. Il y a un reportage sur Netflix, c'est la sagesse nature. C'est une personne en fait, qui fait la plongée, elle va créer une relation de culture. Oui. C'est super intéressant parce qu'on voit du coup qu'à la fin, en fait, elle s'attache à lui, elle vient dire adieu pendant le 24. Et ensuite, en fait, c'est pas une partenaire. Enfin, je ne sais pas si vous l'avez connu, mais il est génial. Il vient de voir la vie qu'on a pu, elle donne toute sa vie en fait, pour ses enfants à la fin. Et en plus, il permet de voir de la sensibilité qu'elle crée avec. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Je trouve que quand on parle de comment nous, on arrive à être gentil avec le vivant, et quand on parle d'être en amour avec le vivant, il y a bien sûr le fait d'ouvrir notre cœur et surtout comment je dirais, de guider notre regard en l'ouvrant. Ce n'est pas seulement un regard physique. Hein. Quand on ouvre le regard, on ouvre le cœur aussi hein, sur ce regard et de se rencontre là, de tout ce qu'ils sont capables pour leur communauté, pour leurs petits, pour leurs conjoints, enfin, qu'est-ce qui se passe là, quoi, pour leur famille animale et en plus pour leur famille humaine, enfin, qu'est-ce qui nous montre que nous, on n'est pas forcément capable de faire. Voilà, je trouve ça, ça nous enlève aussi tous les préjugés, hein, parce que ce qu'on appelle le spécisme, hein, c'est-à-dire de lutter contre le spécisme, de pouvoir, je dirais, pour que l'humain puisse faire ce qu'il veut, il faut qu'il pense que l'autre est con.
Comme ça permet de le mettre en outil et de l'exploiter jusqu'au bout, de le tuer, parce que de toute façon, il n'y a pas d'âme. Et voilà, donc ça permet la société de consommation, l'exploitation, la maltraitance, le meurtre. Hein, voilà. À partir du moment où on ouvre le cœur et où on se dit, waouh, là, on voit ce qu'ils sont capables de faire pour leur communauté, le partage, ce qu'ils sont capables de faire pour nous, dans les animaux domestiques que l'on côtoie, là, d'un seul coup, on ne peut plus être spéciste. Voilà. Des questions, des demandes, des remarques? Je propose que l'on arrête la conférence. Je souhaite une belle journée avec une belle ouverture de cœur. Voilà, que cette douceur, eh bien, elle en ait des effets avec nos animaux dans le quotidien. Et aussi les animaux du sauvage, hein, qui en ont tellement, tellement besoin de notre compassion. Pardon? Ah non. Non. Non, non. Vous avez Marie Ferla sur les Hauts-de-France qui forme et qui est vraiment, vraiment chouette. Donc là, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a des formations, hein, mais voilà, qui est vraiment chouette. Et vous avez Charlotte Letien aussi qui forme. Non, non, moi, je vis dans le monde avec et pour les animaux. Vous voyez, je veux vraiment rien. Je suis très heureuse de faire des conférences parce que ce sont des moments courts et des moments où, comment je dirais, où je porte la parole animale et où je porte vraiment les paroles de ce monde-là. Mais il n'y a pas d'objectif que vous sachiez faire quoi que ce soit. Hein? Tout ce qui est là abordé, ce sont des choses que vous savez déjà faire. Les formations, c'est pas mon truc. Voilà. En conf, oui, je ne sais pas vous dire si en conf je me débrouille très bien, mais en tout cas, j'aime beaucoup parce que là, on porte la parole et ça permet à chacun qui est là de savoir s'il veut se l'approprier ou pas et comment il va se l'approprier à son niveau. Et je trouve que là, on fait vraiment quelque chose pour le vivant. Voilà, c'est ça qui est important. J'ai été formée, oui. Mais je l'avais déjà, hein. J'avais déjà, voilà, oui, c'est pas que je chantais, si je le faisais, mais oui, par Leila Del Monte, il y a bien, bien longtemps. Voilà, c'est une excellente formatrice, hein, que vous trouvez encore actuellement, qui fait vraiment des top conférences, des top bouquins, voilà, que je vous invite à lire. Hein. Leila Del Monte, c'est vraiment, voilà, c'est du haut niveau. Faites, voilà, lisez, instruisez-vous, c'est vraiment beau, beau, beau ce qu'elle fait. On parle beaucoup des animaux qui prennent aussi, qui partagent le mal de leur propriétaire. Oui, bien sûr, au niveau des maladies, voilà, au niveau de tout ça, oui, c'est connu. Hein. Oui, je pense que c'est la conférence d'après, c'est ça? Vous venez pour la conférence, madame? Je